Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une histoire américaine particulièrement complexe, celle de la famille Murdoch. Vous allez le voir, c'est une affaire vraiment tentaculaire et je vais tenter de vous la présenter de la manière la plus claire possible, mais je vous préviens d'avance, c'est un sujet très dense, alors concentration, prenez tout ce qu'il vous faut au niveau des vivres. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 7 juin 2021 à Hampton, en Caroline du Sud. À Hampton, tout le monde se connaît. C'est un petit comté d'environ 20 000 habitants et la majorité des familles y sont établies depuis plusieurs générations. Dans cette petite ville paisible, la seule chose qui fait généralement la une, c'est le festival annuel de la pastèque. Alors vous imaginez bien que quand la police reçoit l'appel paniqué d'Alex Murdoch, qui dit avoir trouvé sa femme et son fils morts dans leur pavillon de chasse, c'est le choc. Il est 22 heures passées quand les enquêteurs arrivent sur place et découvrent la scène, qu'ils décriront eux-mêmes comme chaotique. Les corps de Maggie et Paul Murdoch gisent à quelques mètres l'un de l'autre. Ils semblent avoir été tués par balle à côté du chenil de la propriété. Au milieu des aboiements paniqués des nombreux chiens, les policiers interrogent Alex Murdoch pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se produire. Central Sub 117 scene is secured at a Whiskey Fox, Whiskey Mike, both gunshot wounds to the head. Sir, I want to let you know because of the scene, I did go get a gun and bring it down here. It's in your vehicle? Do you have any guns on you at all? No, sir. It's leaning up against the side of my car. Okay. You're fine, man. You're fine. Turn around for me. I don't have any guns. Okay. Yes, sir. I see that. Okay. This is your wife and son? And son. Okay. It's bad. It's bad. Check the pulses. Yes, sir. I hate to have to do this. I understand. Yeah. I totally understand. Yeah. So you don't have any problem with it. Like when I came back here, I mean, I pulled up and I could see them, and you know, I knew something was bad. I ran out. I knew it was really bad. My boy over there, I could see it was. Sorry. And I could see his brain on his... And I ran over to Maggie, and actually, I think I tried to turn Paul over first. You know, I tried to turn him over, and I don't know, I figured it out. Mais avant de continuer, laissez-moi d'abord vous présenter rapidement la famille Murdoch dans son ensemble. C'est une famille très ancienne et très puissante, vraiment dans le style de ces dynasties américaines du sud des États-Unis. Je sais pas si vous voyez le genre. Les Murdoch sont avocats de père en fils, ils possèdent le plus grand cabinet d'avocats de la ville et ils représentent donc la loi depuis près d'un siècle. Les habitants savent que d'une certaine manière, ils font la loi. Ils sont donc à la fois craints et respectés par toute la communauté.
C'est bien simple à Hampton, tout le monde sait que quand les Murdoch disent quelque chose, c'est comme ça que ça se passe. Richard Alexander Murdoch, dit Alex, est né le 27 mai 1968 et exerce dans le cabinet d'avocats fondé par son arrière-grand-père depuis de nombreuses années. Si Alex est un homme de principe, c'est aussi quelqu'un de très pragmatique. Il sait quand user de sa persuasion pour protéger les intérêts des Murdoch. Il soigne énormément son apparence et attache vraiment une grande importance aux détails. Tout doit être fait en suivant une certaine procédure, surtout quand il s'agit de ses vêtements qu'il fait emmener au pressing régulièrement. Mais derrière son apparence distinguée se cache aussi un homme prêt à tout pour préserver l'héritage familial. Sa femme, Margaret Murdoch, dite Maggie, est décrite comme quelqu'un qui sait profiter de la vie, elle aime voyager, faire la fête et passer du temps avec les chiens, sa véritable passion. Elle en a d'ailleurs recueilli plusieurs dans le pavillon de chasse de Moselle, où elle a fait construire un chenil. D'après une ancienne gouvernante de la famille, devenue une amie, Maggie n'est pas du tout du genre snob, au contraire, elle sait s'amuser et elle a beaucoup d'humour, elle aime recevoir et il est d'ailleurs pas rare que la famille Murdoch passe des soirées entières à boire et à manger avec des amis. Maggie est une épouse dévouée, elle est très fière de son mari et de ses accomplissements. D'après ses proches, elle l'idolâtre vraiment, mais le nom des Murdoch, à cause de tout ce qu'il implique, est très difficile à porter. Pour vous donner un exemple très imagé, c'est un peu comme la famille royale en Angleterre, il y a tout un tas de codes et de règles à respecter pour ceux qui rejoignent la famille. Ensemble, Alex et Maggie ont 2 fils, Richard Alexander Jr., dit Buster, et Paul. Buster est le fils aîné de la famille, c'est donc lui qui a la lourde tâche de porter l'héritage familial. Il est d'emblée destiné à suivre les traces de son père et de tous les Murdoch avant lui. Ses parents sont extrêmement fiers de lui et on peut dire qu'ils ont des attentes assez élevées concernant son avenir. Paul, lui, c'est un petit peu le vilain petit canard. Il n'a aucune envie de suivre l'exemple de son père et ne semble pas du tout intéressé par la vocation d'avocat. Lui, ce qu'il aime, c'est chasser, faire la fête et passer du temps sur son bateau. Alors pour essayer de comprendre un peu mieux sa personnalité et sa relation avec ses parents, je pense que c'est important de mentionner l'accident survenu le 23 février 2019. Vous allez le voir, c'est cette histoire qui a attiré l'attention sur les Murdoch et c'est donc un point central de l'affaire. Le 23 février 2019, donc, Paul, accompagné de 5 amis, décide de se rendre à une sorte de barbecue annuel, le Oyster Rust. C'est un festival très répandu dans le Low Country et les habitants ont l'habitude d'y participer tous les ans. Comme à son habitude, Paul décide de prendre son bateau pour y aller. Non seulement c'est plus pratique que la voiture, mais c'est aussi une de ses passions. Le groupe d'amis reste un moment là-bas avant de terminer la soirée au Luther's, un bar dans lequel ils ont leurs habitudes. Il est quasiment 1h du matin quand ils quittent le bar et les amis de Paul suggèrent que reprendre le bateau c'est peut-être pas une très bonne idée. Déjà il fait super froid, on est quand même au mois de février. Et puis ils ont tous passé la soirée à boire, ils sont donc très alcoolisés et clairement pas aptes à conduire un bateau. Mais je pense que vous l'avez compris, on ne dit pas non aux Murdoch. Alors les amis finissent par céder et reprennent le bateau vers 1h du matin. Paul se met à la barre, mais très vite ses amis remarquent qu'il est beaucoup trop bourré pour ça. Il conduit de manière complètement erratique et laisse la barre sans surveillance à plusieurs reprises. Certains de ses amis suggèrent même de prendre le relais, mais Paul refuse. Il leur répond « C'est mon putain de bateau ». Les passagers du bateau commencent vraiment à paniquer et sa petite amie Morgan le supplie de laisser un ami conduire. C'est à ce moment-là qu'il perd son sang-froid et la traite de pute avant de la gifler devant tout le monde. J'en reparlerai plus tard, mais personne n'est réellement choqué à ce moment-là. Ils savent tous que Paul est violent avec Morgan. Alors le groupe d'amis cède à nouveau, ils vont s'asseoir en regardant Paul accélérer, mais il fait déjà nuit noire et Paul n'a pas le temps de voir qu'il se dirige en plein vers un pont. L'avant du bateau percute violemment un pylône et les passagers sont éjectés du bateau. L'eau est glaciale, ils sont tous blessés et quand ils émergent, ils réalisent qu'il manque quelqu'un. Mallory n'a pas refait surface. Alors son petit ami l'appelle désespérément, il plonge à plusieurs reprises pour essayer de la retrouver, mais en vain. 911, where's your emergency? Hello? Police, fire, any of this?
Hello? We're in a boat crash on Arthur Street. Whereabouts on Arthur Street? In Arthur Street, the only bridge on Arthur Street. What's going on? It's by Paris Island. Right. What's going on? We're in a boat crash. A boat? Did you say a boat crash? A boat crash. Okay, so you're at, are you at the dock? Hello, are you at the dock? No, we just crashed in a boat. Okay, are you in the water or are you? We're in the boat. Okay. We have someone missing. Okay. Hang on 1 second, okay? You're my concern, okay? I'm fucked. No, you're not. Listen, Pete. I'm here for you. All right, me and you, we're chilling. Listen. Get that motherfucker right there away from me. Bro, you fucking smiling like it's fucking funny. Sit down. My fucking girlfriend's gone, bro. You think it's fucking funny? Sit down. Hope it's not fucking hell. Sit down. You was going way too fast. I don't even know. I finally got to the point I grabbed my girlfriend and put her in my lap in the bottom of the boat and was holding on with my eyes closed. The next thing I know, I'm in the fucking water and I can't find it, man. Y'all know Alec Murdoch? Oh yeah, I know that name. That's his son. That's so driving the boat. Good luck. Madam, who you know? Alors qu'ils appellent les secours, Paul, lui, est au téléphone avec son père. Depuis toujours, il a appris à appeler son père dès qu'il y a des problèmes. Alex Murdoch arrive donc rapidement sur place, accompagné du grand-père de Paul, Randolph. De leur côté, les secours ont déjà commencé leur travail et l'équipe de plongée écume la zone de l'accident à la recherche de Mallory. Le problème, c'est que dans cette zone, le courant est très fort et ils savent qu'elle a probablement déjà été emportée loin du bateau. Les adolescents sont tous transportés à l'hôpital et ils sont très vite rejoints par leurs proches. Leur état n'est pas critique heureusement, mais ils sont traumatisés. Alors que les parents des victimes s'inquiètent de l'état de santé de leurs enfants, Alex et Randolph Murdoch commencent à élaborer une stratégie. Ils répètent à tout le monde que c'était pas Paul qui conduisait, mais Connor, un autre passager. Leur but est très clair, piéger Connor tout en protégeant Paul. Connor se souvient même d'Alex lui murmurant à l'oreille « Ne t'en fais pas, ne dis rien, je m'occupe de tout ». À ce moment-là, dans son lit d'hôpital, Connor a vraiment peur pour sa vie. Des rumeurs circulent sur les Murdoch. Il paraît qu'ils savent exactement comment manipuler la vérité et faire disparaître quelqu'un. Les équipes de secours s'activent pendant de longues heures, de longs jours même, sans succès. Même si les proches de Mallory ont toujours l'espoir de la retrouver, ils savent au fond d'eux qu'il y a très peu de chances qu'elle soit encore en vie. 5 jours après, l'adolescente n'a toujours pas été retrouvée et tout le monde se pose la même question. Pourquoi ? Ils soupçonnent que les Murdoch, qui ont des liens très étroits avec les forces de l'ordre, retardent volontairement les recherches. Pourquoi par exemple ne pas avoir essayé de tracer l'Apple Watch de Mallory qu'elle ne quittait jamais ? La réponse est en fait assez claire. Pas de corps, pas de crime. Et les parents de Mallory ont le sentiment que c'est précisément le but de la famille Murdoch. Une semaine plus tard, le corps sans vie de Mallory Beach, 19 ans, est enfin retrouvé à quelques kilomètres du lieu de l'accident. Pour ses proches, c'est un mélange de soulagement et de chagrin. Les causes du décès sont communiquées, traumatisme crânien suivi de noyade. En d'autres termes, l'adolescente a violemment heurté le bateau au moment de l'impact, puis elle s'est noyée. Désormais, c'est une véritable bataille judiciaire qui débute pour que justice soit faite. L'audience très médiatisée de Paul Murdoch a lieu environ 2 mois après l'accident, soit le 2 avril 2019. Paul est désigné comme coupable dans l'accident ayant conduit à la mort de Mallory et doit répondre à 3 chefs d'accusation. Durant cette audience, on apprend pas mal de choses pertinentes. Déjà, l'avocat engagé par la famille Beach évoque plusieurs points troublants. Aucun des 20 officiers de police présents sur les lieux n'a pris la peine d'interroger Paul, alors même qu'il avait été identifié comme le conducteur du bateau par tous les autres passagers.
Pour lui, ça ne fait que confirmer le pouvoir qu'ont les Murdoch dans la région et la nature des liens qu'ils entretiennent avec les forces de l'ordre. Toute l'affaire semble avoir été étouffée et les preuves manipulées. Ce qui est aussi évoqué, c'est que pas un seul membre des forces de l'ordre n'a pris la peine de contacter la famille de Mallory au moment de l'accident. D'après l'avocat de la famille Beach, ce silence de la part des enquêteurs suggère non seulement une négligence flagrante dans le traitement de l'affaire, mais vient également renforcer les soupçons de partialité envers les Murdoch. Un expert mandaté conclut après analyse qu'il était impossible que Connor ait été le conducteur, mais qu'il s'agissait bien de Paul. Cette expertise, elle rassure les proches de Mallory qui craignaient que Paul passe à travers les mailles du filet. Et pourtant, malgré ça, Paul n'est pas arrêté. Il est libéré sous caution de 50 000 $ en attendant ce procès, qui n'aura d'ailleurs jamais lieu puisque ça a pris beaucoup de temps et qu'ensuite, il a été tué. Je vous avais dit que je vous reparlerais de la relation entre Paul et Morgan parce que je pense que c'est nécessaire pour mieux comprendre sa personnalité et finalement celle de tous les Murdoch en général. Paul est décrit par ses amis comme à la fois drôle et timide. Avant Morgan, il n'a jamais eu de petite amie, mais il appréciait l'attention qu'elle lui portait. Paul semblait clairement dévoué à Morgan, il la couvrait de cadeaux et d'attention, mais en parallèle, il était aussi très violent avec elle et l'aurait frappée à plusieurs reprises. Je pense que vous voyez où je veux en venir, hein. Il y avait clairement tous les signes d'une relation toxique. Morgan a d'ailleurs déclaré « Quand ça allait vraiment bien, mais quand ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. » Et ça résume très bien ce type de relation avec des hauts et des bas hyper intenses et très difficiles à gérer pour la victime. En plus de ça, Paul a un sérieux problème avec l'alcool. Quand il boit, sa personnalité change radicalement et il passe d'un garçon gentil à quelqu'un de violent et agressif. Ses amis ont carrément donné un surnom à son alter ego, Timmy. Et malgré plusieurs accidents de voiture causés par sa consommation excessive d'alcool, il n'a jamais eu de problème judiciaire en raison du statut de sa famille. À chaque fois, son père et son grand-père volaient à sa rescousse et faisaient en sorte d'enterrer l'incident. Morgan, de son côté, elle a tenté d'en parler à la mère de Paul, mais sans grand succès. Pour elle, Maggie est très détachée de Paul et elle accorde beaucoup plus d'attention à son fils aîné, Buster, contrairement à Paul, qui ne semble pas partager l'ambition de devenir avocat et de perpétuer la tradition familiale. Buster, c'est une source de fierté pour sa mère, ce qui avait tendance à créer une dynamique complexe au sein de la famille. Bon, revenons-en à notre récit. Après sa libération sous caution, Paul ne semble pas changer de comportement du tout, et il continue à boire et à faire la fête, comme si de rien n'était. Pour autant, je tiens quand même à nuancer ces faits-là en disant que certains de ses proches ont vu à quel point il était réellement affecté par l'accident qui s'était produit. Selon plusieurs personnes, il avait même soigneusement rangé la nécrologie de Mallory dans son véhicule. Donc c'est difficile d'affirmer qu'il ressentait aucune culpabilité vis-à-vis de la mort de son ami. Par contre, pour ce qui est de prendre ses responsabilités, là il n'y avait plus personne. Comme je vous le disais, l'accident de bateau de 2019 a attiré beaucoup d'attention sur la famille Murdoch, mais c'est finalement après le double homicide de Maggie et Paul que les enquêteurs vont se pencher sur d'autres événements troubles liés à la famille. C'est justement dans ce contexte-là qu'on commence à s'interroger sur le cas de Gloria Satterfield, l'ancienne gouvernante des Murdoch, décédée dans des circonstances assez étranges. Cette gouvernante, présente dans la famille depuis des années, a joué un rôle crucial dans la vie de Paul en lui offrant l'amour et l'attention dont il manquait cruellement de la part de ses parents. Pour lui, elle était plus qu'une employée de maison, hein, c'était un peu comme une seconde maman. Mais le 2 février 2018, un événement tragique secoue la famille Murdoch. Maggie appelle le 911 en disant que Gloria est tombée dans les escaliers à l'extérieur de la résidence. Elle est inconsciente et semble blessée à la tête. Selon les Murdoch, il s'agit d'un accident. Gloria aurait trébuché sur le chien de la famille et serait tombée en arrière, sa tête heurtant violemment les marches en briques. Gloria est immédiatement transportée à l'hôpital, mais décède malheureusement quelques semaines plus tard, après être tombée dans le coma. À ce moment-là, Paul semble particulièrement dévasté par l'accident, lui qui, comme je vous l'ai dit, considérait Gloria comme une figure maternelle.
Cependant, les blessures de Gloria, elles contredisent la thèse de l'accident. Des hématomes et plusieurs côtes cassées sont découverts, et pourtant il n'y aura pas d'autopsie, et la mort de Gloria sera attribuée à des causes naturelles. Encore une fois, il semble que dès que le nom Murdoch est associé à une affaire, celle-ci est rapidement étouffée. Malgré tout, c'est à partir de là que des rumeurs commencent à circuler dans la petite communauté rurale. Gloria aurait découvert l'addiction d'Alex aux opiacés peu de temps avant la chute dans les escaliers. Elle aurait en effet retrouvé des pilules cachées un petit peu partout à travers la maison. Parce que oui, Alex Murdoch était bien accro aux opiacés, même si sa famille faisait tout pour le cacher. Certains spéculent même que Maggie, pour protéger la réputation de son mari, aurait été capable de pousser Gloria dans les escaliers. Après l'enterrement, Alex prend une décision surprenante. Il décide de porter plainte contre lui-même pour faute ayant entraîné la mort afin de donner l'argent de l'assurance à la famille de la victime. J'aurai l'occasion de reparler de cette affaire plus tard dans la vidéo parce que vous allez voir que de nouveaux éléments seront découverts au cours de l'enquête sur le double homicide de Paul et Maggie. Bon, justement, revenons au 7 juin 2021 et au cœur de l'histoire. Après la découverte des corps de sa femme et de son fils, Alex Murdoch est entendu par la police et fournit des détails précis sur son emploi du temps le soir du drame. Vers 19h30, il se réveille d'une sieste et constate que ni sa femme ni son fils ne sont à la maison. À 20h, il leur envoie un message pour les informer de sa visite prévue chez ses parents, tous deux gravement malades. Et puis c'est à 22h20, après être rentré chez lui, qu'il découvre la scène du double homicide. Maggie a été touchée par plusieurs balles dans la poitrine, le dos et la tête, tandis que Paul, lui, a été touché à la poitrine, au cou et à la nuque. Dix jours après ces meurtres, la famille Murdoch fait une déclaration publique appelant les autorités à enquêter et à découvrir la vérité, évoquant des menaces reçues par Alex. Il est alors question de savoir si ces menaces pourraient être liées à la mort de Mallory Beach, et tous les passagers du bateau sont suspectés et interrogés, ainsi que les parents de Mallory. Mais très peu d'informations sont communiquées et la police va même jusqu'à affirmer qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, malgré le fait qu'une femme et son fils aient été sauvagement assassinés. Les armes utilisées dans les meurtres sont également identifiées par les enquêteurs. Paul a été tué avec un fusil de chasse, tandis que Maggie elle a été abattue avec un AR-15, une arme qui est plutôt rare chez les civils. Et bien que les Murdoch possèdent de nombreuses armes sur leur propriété, y compris un AR-15, aucune d'entre elles n'est saisie par les enquêteurs. Par contre, l'enquête révèle de nouveaux éléments importants, des actes de fraude et d'escroquerie commis par Alex avant les meurtres, ce qui entraîne sa démission forcée du cabinet d'avocat familial. Les accusations incluent, entre autres, des détournements de fonds. Et là, c'est une situation particulièrement difficile à vivre pour Alex parce que le cabinet avait été fondé par son arrière-grand-père, mais il est, vous vous en doutez, libéré sous caution dans l'attente de son procès concernant ses possibles détournements. Durant tout l'été 2021, il est aperçu en train de profiter du beau temps avec les autres membres de sa famille, et notamment son frère. On les voit plusieurs fois dans des restaurants, des bars ou encore en train de pêcher. Et on va pas se mentir, les résidents d'Hampton sont assez étonnés de constater qu'il n'a pas l'air vraiment de souffrir du deuil de sa femme et de son fils. Mais tout va le rattraper en septembre 2021. Le 4 septembre 2021, soit environ 3 mois après le double homicide, Alex Murdoch est victime d'une tentative de meurtre alors qu'il change un pneu sur le bord de la route. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Alex lui-même qui appelle le 911. Il ne semble pas être grièvement blessé, une balle a seulement frôlé le haut de sa tête. Il est en mesure de s'exprimer clairement quand les secours arrivent. Mais son récit est flou et plein d'incohérences, et les secours comme la police ont un peu de mal à le croire. Alex raconte qu'il roulait sur une petite route de campagne lorsqu'un de ses pneus a soudain crevé. Il s'arrête sur le bas-côté et presque au même moment, un pick-up roulant en sens inverse fait demi-tour sur la route et se range derrière lui. Un homme en sort, très sympathique, pour lui proposer de l'aide, quand tout à coup il sort une arme, vise sa tête, tire et puis part en trombe.
Okay, what's going on? I got a flat tire, Mhm. and I stopped, and somebody stopped to help me. And when I turned my back, they tried to shoot me. Oh, okay. Were you shot? Yes, but Okay. I mean, I'm okay. You shot where? Where were you shot at? Huh? Did they actually shoot you or they tried to shoot you? They shot me, but, Okay, wait, you need EMS? well, I mean, yes, I can't drive. Okay. I'm seeing, and I'm bleeding a lot. Where part of your body? I'm not sure, somewhere on my head. And can you give me a description of the person that shot you or shot at you? Yes, ma'am. I mean, it was a white fella. I'd say A white male? a fair amount younger than me. Really, really short hair. You have an ambulance coming, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Alors les policiers mènent immédiatement des recherches, mais ils trouvent aucun nid de poule, aucun débris au niveau de la route qui expliquerait pourquoi son pneu a crevé à cet endroit. De plus, lorsqu'ils consultent les caméras de vidéosurveillance du petit village à proximité, ils découvrent avec étonnement la scène suivante. À l'heure indiquée par Alex Murdaugh, on le voit bel et bien passer en voiture sur la route. Il est suivi de près par un pick-up noir très reconnaissable, puisque son aile droite a été remplacée par une pièce à la peinture dorée. À peine 5 minutes plus tard, ce même pick-up repasse à vive allure en sens inverse. Finalement, quelques jours plus tard, Alex revient sur ses premières déclarations. Il affirme maintenant que c'est lui qui aurait engagé son dealer, une personne de confiance qui lui fournissait des opiacés depuis longtemps, pour le tuer. Alex précise qu'il voulait s'assurer que son fils, Buster, le tout dernier membre de sa famille immédiate, bénéficie de l'assurance vie et assure la pérennité du nom des Murdaugh. Le dealer en question est rapidement identifié comme étant Curtis Edward Smith, à qui Alex a versé de nombreux chèques au cours des derniers mois. Il est également propriétaire d'un pick-up noir à l'aile avant dorée. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que Curtis Smith, il est surnommé le 4e Murdaugh. Ils ont effectivement un lien de parenté lointain, mais surtout une relation basée sur des activités frauduleuses. Et oui, parce que le dénommé Smith, il semble être impliqué dans les activités de fraude d'Alex, en plus de lui fournir de la drogue. Les enquêteurs émettent la théorie selon laquelle toute cette affaire aurait été mise en scène pour faire croire à la culpabilité de Curtis. En plus, ça ferait également de Curtis le suspect principal du meurtre de Paul et Maggie, ce qui aurait l'avantage d'innocenter Alex. Parce que bon, même s'ils ne veulent écarter aucune piste, les enquêteurs soupçonnent qu'Alex, qui sentait le vent tourner à ce moment-là, a tout fait pour orienter l'enquête vers un nouveau suspect, tout en protégeant encore une fois son héritage familial. Alors j'aimerais maintenant revenir sur l'accident survenu en février 2018 et impliquant Gloria Satterfield, la gouvernante des Murdaugh, parce que de nouveaux éléments cruciaux sont découverts lors de l'enquête sur les crimes frauduleux commis par Alex Murdaugh. Il s'avère en fait qu'Alex avait bien touché l'argent de l'assurance, une somme qui s'élèverait même à plus de 500 000 $, sauf que vous vous en doutez, la famille de Gloria n'a évidemment pas reçu un seul centime de ce dédommagement. Pour ses fils, c'est plus qu'un coup dur, c'est une trahison. Ils réalisent qu'Alex a profité du décès suspect de leur mère pour s'enrichir davantage et que ses motivations n'étaient clairement pas de mettre la famille de Gloria à l'abri du besoin. Pire encore, Alex n'en était pas à son premier coup d'essai. En tout, depuis 2015, il a en fait détourné plus de 4 millions de $ en suivant exactement le même schéma. Il contractait des assurances pour obtenir des dédommagements au nom de ses clients, mais il ne leur versait jamais l'argent. Suite à ces découvertes, Alex Murdaugh est placé en détention provisoire pour l'affaire de détournement de fonds concernant Gloria Satterfield. Son audience a lieu le 19 octobre 2021 et le juge lui refuse la possibilité de libération sous caution. Il est donc placé en maison d'arrêt et là c'est la surprise générale. Lui qui avait toujours usé de son statut et de son pouvoir pour échapper aux conséquences de ses actes est enfin rattrapé par la justice. Bon, j'espère que vous me suivez toujours parce que c'est une affaire vraiment complexe qui
implique de nombreuses personnes et qui s'étale sur pas mal d'années avec plein de choses dans tous les sens. On est maintenant en 2022, Alex Murdaugh est toujours en détention provisoire pour ses escroqueries financières, quand les enquêteurs réunissent enfin suffisamment de preuves pour le relier directement à la scène de crime chez lui. Des analyses poussées des vêtements qu'Alex portait le jour des meurtres prouvent en effet qu'il était au minimum à côté des victimes au moment de leur mort. Des éclaboussures d'huile causées par l'utilisation d'armes à feu sont en effet retrouvées sur le t-shirt qu'il portait ce soir-là. Le 20 juillet 2022, lors d'une nouvelle audience, Alex Murdaugh est donc officiellement accusé du meurtre de sa femme et de son fils. Surprise, surprise, il plaide non coupable, mais on lui refuse toujours la possibilité d'une libération sous caution. Plus d'un an et demi après les faits, le 23 janvier 2023, le procès d'Alex Murdaugh pour le double meurtre de Paul et Maggie Murdaugh débute. Je vous préviens, c'est un gros morceau, mais c'est aussi un moment clé de l'affaire, donc je pense que c'est nécessaire que je m'attarde un petit peu plus longuement là-dessus. Ce jour-là, donc, c'est une scène surréaliste qui se joue devant le palais de justice du comté de Colton. Il y a des centaines de personnes qui font la queue pour espérer entrer dans le tribunal. Certains ont même apporté des glacières et des chaises de camping. L'un des avocats présents ce jour-là rapporte qu'il avait l'impression de voir la file d'attente pour une attraction à Disneyland, tellement la scène était étrange. Pour les avocats de l'accusation, il s'agit maintenant de convaincre le jury de la culpabilité d'Alex Murdaugh, et ils savent que ça risque d'être compliqué parce que, dans ce dossier, les preuves sont essentiellement circonstancielles, c'est-à-dire qu'elles n'incriminent pas directement l'accusé. D'ailleurs, c'est vraiment au moment du procès qu'on découvre réellement toutes les preuves qui s'accumulent, en fait, contre Alex. La défense évoque d'emblée le fait que, dans les minutes qui ont suivi l'arrivée des secours après l'appel d'Alex au 911, il a mentionné le fameux incident de bateau survenu en 2015, et pour eux c'est une preuve qu'Alex pensait à une sorte de vengeance. On se serait pris à sa famille à cause du décès tragique de Mallory Beach. This is a long story. My son was in a boat wreck a few months back. He's been getting threats. Most of it's been benign stuff we didn't take serious. Okay. He's been getting like punched. I know that's what it is. Okay. Mais l'accusation, elle est de tout autre avis. Cette justification, elle vient surtout prouver qu'Alex a toujours vu cet accident comme le début de la chute de son empire, celui des Murdaugh, qui régnait sur le comté d'Hampton depuis plus de 100 ans. Alors pendant ce procès, plus de 70 témoins seront appelés à la barre, et l'un des témoignages qui ressort le plus, c'est celui de Blanca Turbiate Simpson, la gouvernante des Murdaugh au moment des faits. Cette dernière, elle rapporte avoir remarqué plusieurs détails troublants le jour des meurtres. Elle qui travaillait depuis plusieurs années pour la famille et qui avait même tissé un lien d'amitié puissant avec Maggie, connaissait très bien leurs habitudes. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais Alex était très attaché à son apparence et il soignait toujours ses tenues dans les moindres détails. Or, Blanca affirme que ce jour-là, Alex portait des vêtements froissés comme s'il avait juste enfilé ceux de la veille. Il était décoiffé et on aurait dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Elle affirme également avoir reçu un appel d'Alex le lendemain des meurtres, donc le 8 juin 2021, pour lui demander de venir faire le ménage. À ce moment-là, elle se demande vraiment si la priorité après un tel événement, c'est franchement de nettoyer la maison. Mais Alex lui aurait répondu que c'est pour s'assurer que la maison soit propre pour les nombreux visiteurs qui risqueraient de passer. Elle avait trouvé ça bizarre. Quand Blanca arrive sur place à ce moment-là, elle est prudente, elle s'attend à ce que personne ne la laisse entrer, Je rappelle que c'est quand même une scène de crime et que n'importe qui n'est pas censé, n'est pas supposé pouvoir y accéder. Et pourtant, quand elle se garde dans la propriété, aucun des agents présents ne lui demande ce qu'elle fait là. Donc elle entre dans la maison par la porte arrière, comme à son habitude. Et puis, quand elle arrive dans la cuisine, elle va remarquer plusieurs détails inhabituels. Le pyjama de Maggie est parfaitement étendu sur le sol de la cuisine, et les casseroles sont rangées dans le frigo avec leur couvercle. Alors elle connaît très bien Maggie et ses habitudes, elle sait qu'elle n'aurait jamais fait ça. Maggie c'était quelqu'un de soigneux et elle aurait jamais laissé traîner ses vêtements par terre. Puis elle ne mettait jamais non plus les casseroles directement dans le frigo de cette manière. Et puisqu'on parle de ménage, je pense qu'il est pertinent de souligner qu'Alex a refusé l'aide de l'État pour le nettoyage de la scène de crime
il a préféré compter sur ses proches, ce qui est franchement inhabituel. En gros, quand on fait face à un tel traumatisme, c'est en général assez dur d'assumer en plus le nettoyage d'un lieu où des proches ont perdu la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe autant d'entreprises spécialisées dans ce type de nettoyage. Bien sûr, je veux pas juger comment qui que ce soit agit lors d'un deuil, on a tous parfois des réactions bizarres, mais on va dire que c'est une pierre de plus qui s'ajoute à l'édifice. On arrive maintenant au moment du procès où on évoque l'utilisation de 2 armes distinctes. Pour rappel, Paul a été abattu avec un fusil de chasse et Maggie avec un fusil semi-automatique. Pour la défense, ça vient confirmer l'hypothèse qu'il n'y avait pas un seul tireur, mais 2. Sauf que l'expert mandaté par la cour confirme que, d'après ce qu'il a pu observer de la scène de crime, un seul et même tireur est responsable des 2 meurtres. Pour le procureur, l'utilisation de 2 armes distinctes avait justement pour objectif d'orienter les enquêteurs vers une fausse piste et de faire croire qu'il y avait 2 tireurs ce soir-là. Les témoins se succèdent et le fils aîné d'Alex, Buster, est appelé à la barre. La défense veut en effet l'utiliser pour montrer qu'Alex est un père de famille dévoué et aimant et qu'il n'aurait jamais pu abattre sa femme et son fils de sang-froid. Mais la vérité, c'est qu'il y avait des grosses tensions dans la famille. Le week-end précédent les faits, Paul s'était de nouveau fait arrêter alors qu'il s'apprêtait à prendre le bateau avec des amis. Tous étaient déjà alcoolisés et des glacières pleines d'alcool ont même été saisies sur le bateau. De son côté, Maggie aurait été voir un avocat spécialisé en divorce peu de temps avant le drame parce qu'elle commençait à avoir des doutes sur la situation financière de son mari. Tous ces éléments viennent appuyer la théorie selon laquelle Alex Murdaugh se serait senti dépassé par les événements et aurait décidé de supprimer une partie de sa famille. De l'autre côté, l'hypothèse d'un règlement de compte est avancée par la défense. La famille d'Alex Murdaugh aurait été tuée pour éponger d'éventuelles dettes. Mais ça tient pas vraiment la route. Le mode opératoire, les armes utilisées, le nombre de balles tirées, tout laisse penser qu'il ne s'agit pas d'une exécution, mais bien d'un crime commis par un amateur. Passons maintenant à l'alibi d'Alex. Souvenez-vous, il a affirmé avoir rendu visite à sa mère atteinte d'Alzheimer ce soir-là, vers 21h30. L'aide-soignante d'Elizabeth Murdaugh est donc appelée à témoigner puisque elle était avec elle ce soir-là. Alors elle commence par dire que le comportement d'Alex ce soir-là était vraiment très étrange, qu'il semblait très nerveux et ne tenait pas en place. Il est repassé la voir le lendemain des meurtres et lui aurait dit mot pour mot « Si quelqu'un te demande si j'étais là, dis que je suis resté 30 à 40 minutes. » Or la vérité, c'est qu'il est resté à peine 20 minutes. Il aurait donc fabriqué un alibi. Et puis ce procès, c'est aussi l'occasion de se pencher sur une éventuelle complicité de Curtis Edward Smith. Après tout, il était bien complice dans les fraudes commises par Alex. Sauf que d'après lui, quand Alex lui aurait demandé de lui tirer dessus le fameux jour du 4 septembre, il aurait refusé. Il affirme par ailleurs ne jamais avoir vendu de la drogue à Alex, ce qui va dans le sens de nouvelles découvertes faites par les enquêteurs. Alex se procurait sûrement des opiacés auprès de quelqu'un d'autre, un habitant du comté d'Hampton, qui était impliqué dans le trafic de drogue. Il aurait en revanche un lien très étroit avec Curtis, et tous les deux auraient effectivement participé ensemble au détournement. Toujours d'après Curtis, Alex exerçait une forme de pression sur lui pour qu'il participe à ses activités illégales. Il encaissait des chèques pour Alex et lui rendait l'argent après coup. Curtis Edward Smith est d'ailleurs accusé de plusieurs faits graves et l'enquête est toujours en cours. À l'heure actuelle, il a été libéré sous caution et est assigné à résidence, mais la date de son procès n'a pas encore été annoncée. De nombreuses autres personnes associées aux divers crimes d'Alex Murdaugh ont aussi été condamnées, que ce soit pour fraude et escroquerie ou encore pour trafic de drogue. Bon, maintenant que j'ai récapitulé un peu tous les éléments à charge contre Alex Murdaugh, je peux vous parler de la preuve qui a fait basculer tout le dossier, le téléphone de Paul Murdaugh. Jusqu'ici, les experts n'avaient pas réussi à le déverrouiller pour en analyser le contenu. Mais quand ils arrivent enfin à le faire, ils découvrent à l'intérieur une vidéo datée du fameux soir du 7 juin 2021 à 20h44. Rogan Gibson, un ami de Paul, avait confié son chiot à Paul car il était en déplacement. Je vous l'ai dit, les Murdaugh avaient un chenil dans leur pavillon de chasse
et ils avaient donc tout le nécessaire pour s'occuper de chiens. Alors pour rassurer son ami Roger, Paul décide de faire une vidéo du chiot et de lui envoyer. Et sur cette vidéo, eh bien, on entend la voix d'Alex Murdaugh. Cette vidéo ne sera malheureusement jamais envoyée à Roger puisque Paul a été abattu seulement quelques minutes après. Hey, he's got a bird in his mouth. Bubba. Hey, Bubba. It's a guinea. This is a chicken. Come here, Bubba. Come here, Cash. Come here, Bubba. Cash. C'est aussi la preuve irréfutable que les meurtres ont eu lieu entre 20h44 et 20h49 puisque les téléphones de Paul et de Maggie n'ont plus jamais enregistré d'activité après ça. Comme on entend la voix d'Alex, on est désormais sûr qu'il était bien à côté d'eux à ce moment-là, contrairement à ce qu'il a toujours affirmé. Contre l'avis de ses avocats, Alex choisit de témoigner pour sa propre défense. Il nie toujours avoir tué Maggie et Paul, mais il avoue maintenant qu'il était effectivement présent sur les lieux du crime. Pour tous les avocats présents, c'est une grave erreur et ça ne fait que renforcer l'opinion du jury sur sa culpabilité. Le 2 mars 2023, après seulement 1 heure de délibération, le verdict tombe. Richard Alexander Murdaugh est reconnu coupable du meurtre de Margaret et de Paul Murdaugh. Il est condamné à 2 peines de prison à vie. Alors bien sûr, il a déjà fait appel de cette condamnation, mais il y a honnêtement très peu de chances que sa demande soit acceptée. Très récemment, le 1er avril 2024, il a aussi écopé d'une peine de 40 ans supplémentaires pour fraude et escroquerie. Donc une chose est sûre, Alex Murdaugh n'est clairement pas prêt de sortir de prison. Bon, maintenant qu'on a terminé cette longue partie sur le procès, j'aimerais parler du mobile d'Alex Murdaugh. Vous le savez, il a reconnu avoir escroqué des dizaines de personnes. Par contre, il a jamais avoué avoir tué sa femme et son fils. On peut donc que spéculer sur les motivations l'ayant conduit à abattre 2 membres de sa famille de sang-froid. La théorie la plus évidente, c'est qu'Alex Murdaugh s'est senti dépassé par ses problèmes, ses arnaques étaient sur le point d'être découvertes, sa femme commençait à se douter que la situation financière de la famille était au plus bas et songeait même peut-être au divorce, et il était incapable de contrôler les actions de son fils Paul. Or, pour protéger l'honneur et la réputation de la famille, que le nom des Murdaugh ne soit pas sali, on pense qu'Alex a pu choisir d'éliminer sa femme et son fils, comme on tenterait d'effacer un historique gênant. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène de son propre meurtre, on sait que, quelques jours avant, il avait été convoqué par les enquêteurs qui l'avaient informé qu'il était le suspect numéro 1 dans le double homicide de sa femme et de son fils. Peut-être qu'il a senti l'étau se resserrer autour de lui, peut-être qu'il a eu le sentiment qu'il était incapable de protéger son héritage familial, et il a donc décidé d'organiser cette mise en scène pour que l'argent de l'assurance revienne à son fils aîné Buster, ce qui n'aurait pas été possible s'il s'était donné lui-même la mort. On sait également que le jour du double homicide, Alex a reçu un appel de l'hôpital pour l'informer que son propre père, Randolph, était sur le point de mourir et que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Le choc a-t-il pu, en partie, en tout cas, motiver son geste? On sait que Randolph était tout pour Alex et l'idée de perdre son modèle a dû être très difficile à accepter pour lui. Randolph est d'ailleurs décédé le lendemain des meurtres, ce qui a été le coup de grâce pour les membres de la famille restants, déjà endeuillés par les meurtres de Maggie et Paul. Puisqu'il nie toujours les meurtres, on n'a pas vraiment d'informations de la part d'Alex. Lui, la seule chose qu'il avance pour justifier les fraudes et les escroqueries, c'est que son addiction à la drogue a en grande partie motivé ses actions. Mais c'est franchement peu crédible dans la mesure où il n'a pas détourné plusieurs millions simplement pour acheter des opiacés pour sa consommation personnelle. Alors vous vous dites peut-être... Ok, Alex Murdaugh a été condamné pour les meurtres de Paul et Maggie, mais et Gloria Satterfield dans tout ça. Malheureusement, j'ai vraiment pas de réponse à apporter à cette question. Alex a avoué avoir menti au moment de la chute de Gloria Satterfield. Il ne sait pas ce qui s'est réellement produit parce qu'il n'était pas présent ce jour-là. Donc quand il a appelé et qu'il a dit avoir été témoin de la chute, qu'elle aurait trébuché sur le chien, puis serait tombée dans les escaliers, etc.,
C'était clairement un scénario qu'il a inventé pour faire jouer l'assurance et bien sûr détourner les fonds par la suite. Et du coup, après le double homicide de 2021, la médecin légiste du comté, prise d'une intuition, décide de fouiller les anciens dossiers. Elle ressort celui de Gloria Satterfield et c'est là qu'elle constate que aucune autopsie n'a été conduite et que du coup sa mort avait été qualifiée de naturelle. C'est uniquement suite au doute de cette médecin légiste qu'une enquête a été ouverte et parce qu'elle-même a contacté les autorités avec les éléments qu'elle avait découverts. Aujourd'hui, on sait que la procédure pour que le corps de Gloria soit exhumé a été lancée, mais c'est tout, l'enquête est probablement toujours en cours et pour le moment, aucun suspect sérieux n'a été identifié, même si les rumeurs entourant Maggie sont toujours bien présentes. J'ai bien peu d'espoir que les investigations puissent aller plus loin, malheureusement. J'aimerais maintenant parler de Buster, le fils aîné de la famille Murdoch. Je l'ai volontairement laissé de côté jusqu'à maintenant parce que y a aussi pas mal de choses à dire sur lui. Vous êtes très certainement en train de penser, le pauvre, il se retrouve sans famille, il a perdu sa mère, son petit frère et son père est en prison. Bah, figurez-vous qu'il est probablement pas aussi innocent et à plaindre qu'il n'en a l'air. Comme tous les membres de la famille Murdoch, il est aussi lié à une mort assez étrange, mais pour ça il faut retourner en 2015. Le 8 juillet 2015, Steven Smith, 19 ans et étudiant, prend sa voiture pour rentrer chez lui quand soudain, il tombe en panne d'essence sur Sandy Run Road. Il sort du véhicule et décide vraisemblablement soit de continuer le reste du chemin à pied, soit d'aller chercher de l'aide. Il fait déjà nuit noire, mais le jeune homme est déterminé à trouver une solution. À 4h du matin, le 911 reçoit l'appel d'un homme parce qu'il y a quelqu'un allongé sur la route. Lorsque les officiers arrivent sur place, ils découvrent le corps sans vie de Steven Smith, allongé au milieu de la route à seulement quelques centaines de mètres de son véhicule. La première théorie est évidemment celle de l'accident, comme il faisait nuit, quelqu'un aurait pu percuter Steven avant de prendre la fuite, mais quand les enquêteurs se penchent un peu plus sur la scène de crime, ils réalisent que c'est pas très cohérent. Les vêtements de la victime sont intacts, et il a toujours ses chaussures et il n'y a absolument aucun débris sur la route. Même la cause du décès ne va pas dans le sens de cette hypothèse. Le jeune homme est décédé d'un traumatisme crânien sévère, certes, mais il a aucune des autres blessures qu'on pourrait s'attendre à voir en cas d'accident de la route. Par contre, il a d'importantes plaies à la main droite qui pourraient correspondre à des blessures défensives. La mort de Steven Smith est donc tout de suite considérée comme suspecte, et pourtant, elle sera classée comme un délit de fuite et personne ne va creuser cette piste. La communauté apporte son soutien à la famille de la victime, tout le monde semble déterminé à comprendre ce qui s'est réellement passé, mais l'enquête, elle est enterrée après quelques semaines. La mère de Steven engage alors un détective privé et selon les informations qu'il recueille, les rumeurs en tout cas, les personnes impliquées dans cette affaire font pression pour que aucune information ne soit révélée. Et ces personnes impliquées, je pense que vous avez deviné qui elles étaient, pas vrai ? Buster Murdoch aurait en effet joué un rôle dans la mort de Steven Smith et le détective privé découvre même que son nom figure effectivement un peu partout dans les rapports de police. Il va alors se pencher sur le lien entre Buster et Steven. Il apprend que Steven fréquentait le même lycée que Paul, ainsi que ses amis, et décide donc d'interroger tous les camarades de classe. Et même si les jeunes adolescents sont réticents à l'idée de mentionner le nom des Murdoch, le détective privé finit par découvrir que tous avaient entendu des rumeurs selon lesquelles Buster Murdoch et Steven Smith entretenaient une liaison. Steven était gay et l'assumait parfaitement, même si c'était pas facile dans cette petite communauté rurale, pas franchement ouverte d'esprit, il avait le soutien et l'amour inconditionnel de ses proches. Mais du côté de Buster, c'est vraiment pas la même ambiance, Pour la famille Murdoch, il est inenvisageable d'avoir un fils autre qu'hétérosexuel. À leurs yeux, ce serait une atteinte à la réputation de la famille tout entière. Des théories commencent alors à naître, mais je précise que ça reste purement hypothétique. Rien n'a encore été prouvé aujourd'hui. La nuit de l'accident, Buster et ses amis seraient passés en voiture sur ce fameux chemin et ils auraient aperçu Steven Smith sur le bord de la route. Ils en auraient donc profité pour l'attaquer sauvagement. Autre fait troublant, quelques heures seulement après le drame,
l'oncle de Buster aurait contacté la mère de Steven pour lui proposer de l'aide concernant toutes les procédures judiciaires gratuitement. Alors en temps normal, on pourrait se dire que c'est parce que l'entraide est souvent très importante dans les communautés soudées comme Hampton, mais là, on parle quand même des Murdoch, je vous le rappelle. En tout cas, liaison ou pas, ce qui est sûr, c'est que l'homophobie était très présente chez les Murdoch. Par exemple, lorsque Morgan, l'ancienne petite amie de Paul, demande à l'occasion d'un dîner en famille pourquoi le nom des Murdoch est autant mentionné dans cette affaire, les deux frères auraient simplement répondu en rigolant « on tuerait pas ce pédé ». Et de nouveau, on constate qu'à partir du moment où le nom des Murdoch est mentionné, l'affaire est mystérieusement enterrée. Comme ça a presque toujours été le cas en fait, personne n'a même seulement pris la peine d'interroger Buster ou Paul. Et donc le 22 juin 2021, soit 15 jours après le double homicide de Paul et Maggie, l'enquête concernant la mort de Steven Smith est rouverte. Forcément, tout le monde se demande pourquoi. Est-ce que les enquêteurs ont enfin trouvé des preuves qui relient les Murdoch au meurtre de Steven? Et c'est vrai qu'il y a quand même un mobile assez sérieux, Peut-être que Buster craignait que Steven parle et avoue leur liaison, ou peut-être même que toute la famille a fait pression pour se débarrasser d'un témoin gênant qui pourrait nuire à leur réputation. En parallèle, la famille de Steven Smith a décidé de créer une cagnotte pour lever des fonds pour procéder à l'exhumation de son corps. Ils ont visiblement réuni la somme nécessaire, mais on n'en sait toujours pas plus. Je suppose que c'est un processus qui peut être très long, mais tout comme pour Gloria Satterfield, j'espère vraiment que ces exhumations permettront aux familles d'obtenir les réponses qu'elles attendent depuis tant d'années. En ce qui concerne la mort de Mallory Beach, la famille de la victime a obtenu un dédommagement de 50 millions de dollars après avoir attaqué Buster Murdoch en justice. En effet, Buster avait prêté sa carte d'identité à son frère Paul, qui était alors mineur, pour qu'il s'achète de l'alcool. Il est donc considéré en partie comme responsable de l'accident qui a coûté la vie à la jeune adolescente de 19 ans. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur quelques points. Déjà, l'organisation d'une vente aux enchères vraiment éthiquement douteuse, comme vous allez le voir. Le 16 mars 2023, les affaires d'Alex Murdoch sont mises aux enchères et des centaines de personnes y assistent. L'événement est très médiatisé, des personnes postent même des vidéos pour montrer les différents objets sur leurs réseaux sociaux. I have a piece of history, you can get yourself one of these. Look at this. Whose jacket was this? This is all Murdoch's. Look, he even got caught. Where does this come from? Oh, look. What can we get here? Oh my gosh, look. Oh my gosh. Alec Murdoch meat grinder. Et là, je vous avoue que j'ai été profondément choquée d'apprendre que des appareils photo avec des cartes SD encore pleines ont été vendus. C'est-à-dire que certaines personnes ont carrément accès aux photos privées de la famille Murdoch. Bullets. Camera. Alors au-delà du fait que je trouve ça très limite, déjà éthiquement, je me demande pourquoi ces cartes mémoire n'ont pas été conservées par les enquêteurs, même si Alex Murdoch avait déjà été condamné pour les meurtres de Paul et Maggie à ce moment-là. Il reste quand même des grosses zones d'ombre dans le cadre des enquêtes sur Gloria Satterfield et Steven Smith, et va savoir s'il n'y avait pas des informations intéressantes sur ces cartes. Enfin, je pense qu'il est nécessaire de discuter un petit peu de la dynamique particulière de la famille Murdoch. Bon, vous l'avez compris, il s'agit d'une famille riche et puissante qui accorde plus d'importance à sa réputation qu'à tout le reste. Dans ce cadre-là, c'est donc pas si étonnant d'entendre Buster dire lors d'une interview récente que sa réputation a été ternie. Il continue d'ailleurs à clamer l'innocence de son père et a même témoigné en sa faveur lors du procès. Je pense que si vous avez vu ma vidéo sur l'affaire Leroux-Agnelet, vous avez sûrement remarqué des petites similitudes entre ces deux histoires. Et tout comme Buster, les deux fils d'Agnelet ont longtemps maintenu que leur père était innocent.
Et puis ce qui ressort aussi, c'est le sentiment de toute puissance qui anime, certes, Alex Murdaugh, mais finalement la famille tout entière. Tous se sentent intouchables, ils sont au-dessus des lois et ils ont une perception très particulière de la réalité. Une mort accidentelle, un accident grave, peut-être même un meurtre, c'est finalement qu'un problème à régler par l'argent ou par l'influence. En ce qui concerne la psychologie d'Alex Murdaugh, je tiens à souligner qu'il n'a pas été expertisé de manière officielle. Donc ce que je vais partager avec vous, ce sont vraiment des théories, en particulier celle d'un psychologue médico-légal, le docteur Gary Brucato. Pour lui, les motivations d'Alex Murdaugh, elles sont purement pragmatiques. Le docteur Brucato a développé une classification qui divise les homicides en plusieurs catégories selon leur mobile. Et dans le cas d'Alex Murdaugh, il s'agirait de ce qu'il appelle un meurtre d'élimination, c'est-à-dire une personne tue parce qu'elle considère la victime comme un obstacle l'empêchant d'obtenir ce qu'elle veut. Par exemple, il mentionne le cas de Susan Smith qui a tué ses 2 enfants parce que son nouveau conjoint ne voulait pas d'enfants. Dans ce type de crime, il ne s'agit pas de vengeance, il n'y a pas de haine pour les personnes éliminées, les victimes ne sont juste pas perçus comme des êtres humains, mais plutôt comme des objets encombrants à supprimer. Il fait vraiment la différence entre ce type de meurtre et les cas habituels d'homicide-suicide, où le meurtrier élimine toute sa famille, même les animaux, et cherche réellement à s'éliminer également. Pour le docteur Brucato, Alex Murdaugh s'est senti menacé et il a justifié ses crimes comme on pourrait invoquer la légitime défense. En gros, il n'a pas eu le choix, il s'est comme senti attaqué. Sa femme et son fils menaçaient sa réputation et son statut de pouvoir. Plus précisément, et donc ça montre bien la préméditation, il a tué son fils avant le procès pour la mort de Mallory Beach, qui aurait pu ruiner la réputation de la famille. Et puis, il tue sa femme avant qu'elle n'expose ses problèmes financiers et son addiction aux opiacés, ou même tout simplement qu'elle demande le divorce. Ensuite, le psychologue souligne également un autre point qui a son importance, justement cette addiction aux opiacés. Alors c'est assez classique dans ce genre de cas, et c'est souvent un motif de victimisation, du genre je souffre, je suis malade, c'est pas de ma faute, c'est la faute des drogues. Et là attention, vraiment je veux pas minimiser du tout la gravité d'une addiction, mais plutôt souligner l'incapacité d'Alex Murdaugh à assumer ses responsabilités. Enfin, le docteur Brucato parle aussi de narcissisme dans le cas d'Alex Murdaugh. Là encore, c'est quand même un trait assez classique chez les criminels, donc c'est pas une grande surprise, mais c'est particulièrement frappant chez Alex. Il voit les personnes comme des objets, ça je vous l'ai dit, et dans ce cas-là vraiment comme des obstacles. Autre exemple de son narcissisme, lors de son procès, il a eu l'audace de vouloir se défendre lui-même, alors qu'on sait que se défendre soi-même, ça revient à peu près à 1% de chance d'être acquitté. Étant avocat, cette donnée-là, il la connaissait forcément, mais il a quand même persisté en pensant qu'il arriverait à retourner la situation à son avantage, donc vraiment, il ne doute absolument pas de lui ni de ses capacités. Et d'ailleurs, idem pour ses mensonges, qui, vous l'avez vu, n'étaient quand même pas de haute volée, mais lui était persuadé que ça passerait. Le plus frustrant dans cette histoire finalement, c'est de constater à quel point le système protège les riches et les puissants, mais ce qui est assez logique finalement puisqu'il a été construit par eux et pour eux. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette longue vidéo. J'espère vraiment que vous avez réussi à suivre parce que c'est une affaire vraiment très dense et tentaculaire. J'ai tout fait pour organiser les faits de la manière la plus claire possible, mais c'était pas franchement évident. Si comme moi cette histoire vous a passionné, je vous recommande le documentaire Netflix Le sang des Murdaugh, scandale en Caroline du Sud, qui a carrément consacré 2 saisons à l'affaire, ou encore le livre Les meurtres du Low Country d'Arthur Serre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Si jamais mon travail sur cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place.
Will you remember what I've done? Will you remember where I've